Comment est-ce possible? Comment les êtres humains peuvent-ils être capables de la plus incroyable des gentillesses et en même temps de la plus terrible des brutalités? Parfois, c'est même la même personne qui incarne ces deux extrêmes. C'est ce grand mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. Pour commencer, cette citation de Robert Sapolsky, elle est assez provocante, non? Elle nous met face à une vérité un peu dérangeante. Notre rapport à la violence, au fond, c'est une question de contexte. On ne rejette pas l'acte en soi, mais plutôt qui le commet et contre qui. Et c'est exactement ça, le cœur de notre sujet aujourd'hui. Ce conflit permanent au sein de la nature humaine. On est à la fois l'espèce la plus compatissante et la plus destructrice qui ait jamais existé. Alors comment la biologie peut nous aider à démêler tout ça? C'est la grande question que se pose le neuroscientifique Robert Sapolsky. Imaginez une scène. Quelqu'un appuie sur la gâchette. Pourquoi? Est-ce que la cause se trouve dans ses gènes, dans son enfance, sa culture, ou est-ce que tout s'est joué dans son cerveau une toute petite seconde avant? Et c'est là que l'idée de Sapolsky devient vraiment intéressante. Pour lui, il n'y a jamais une seule cause. Pour vraiment comprendre un comportement, il faut faire comme au cinéma. On doit rembobiner. Il faut regarder ce qui s'est passé à différentes échelles de temps. Alors voilà le plan de match qu'il nous propose. On part de l'acte lui-même et on remonte. Une seconde avant, c'est la neurobiologie pure. Quelques minutes avant, c'est l'environnement, les stimuli. Quelques jours avant, on regarde les hormones. Des années avant, l'enfance, la culture. Et même des millénaires avant, l'évolution. C'est un voyage dans le temps. Et pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le tout début de ce voyage. Allez, on plonge. On se concentre sur ce tout premier moment, ce moment crucial. Qu'est-ce qui se trame dans notre cerveau pendant cette fameuse seconde qui précède une action? Bienvenue dans le monde de la neurobiologie. Et voilà le champ de bataille. C'est ici, dans ces circuits neuronaux. C'est là que tout converge. Des millénaires d'évolution, des années d'expérience, des heures d'influence hormonale, tout ça se télescope pour produire une réaction en une fraction de seconde. Bon, pour simplifier un mécanisme qui est incroyablement complexe, on peut imaginer une sorte de débat ou même de bagarre entre deux personnages principaux dans notre tête. D'un côté, on a l'amygdale, notre système d'alarme super primitif et réactif, et de l'autre, le cortex frontal, notre grand patron, le PDG calme et réfléchi. L'interaction entre les deux est souvent décisive. Faisons donc connaissance avec le premier personnage, l'amygdale. C'est une petite structure, très ancienne, cachée au fond de notre cerveau, et qui passe son temps à scanner l'environnement à la recherche de menaces. C'est le centre de la peur, mais aussi de l'agression. Son boulot, c'est de gérer l'agression, la peur, l'anxiété. Elle apprend de quoi il faut avoir peur. Mais le point le plus important à retenir, c'est que dans notre cerveau, les circuits de la peur et ceux de l'agression sont intimement liés, presque au même endroit. Du coup, quand on a très peur, ça peut très facilement déborder et déclencher une agression. C'est souvent la source de la violence impulsive. Et pour voir à quel point ce lien est concret, il y a une histoire absolument glaçante, celle de Charles Whitman, un ancien boy scout, a priori sans histoire, qui un jour tue sa femme et sa mère, monte au sommet d'une tour au Texas et abat 16 personnes. Le plus troublant, c'est que dans sa lettre d'adieu, il avait demandé une autopsie de son cerveau parce qu'il sentait que quelque chose n'allait pas en lui. Et l'autopsie a révélé une tumeur qui appuyait directement sur son amygdale. Passons maintenant au deuxième personnage, le PDG de notre cerveau, le cortex frontal. C'est la partie la plus moderne de notre cerveau, celle qui a évolué le plus récemment. C'est le siège de la raison, de la planification, du contrôle de soi. Cette définition de Sapolsky, elle résume tout parfaitement. Pensez-y, ne pas dire cette phrase méchante qu'on a sur le bout de la langue. Choisir la salade au lieu du burger. Mettre de l'argent de côté pour plus tard au lieu de tout flamber maintenant. Tout ça, c'est le cortex frontal qui travaille. C'est notre muscle de la volonté. Et si on veut voir ce qui se passe quand ce PDG est, disons, mis hors jeu, il y a le cas incroyable de Phineas Gage. C'était un ouvrier des chemins de fer au XIXe siècle, et il a survécu à un accident terrible. Une barre de fer lui a traversé le crâne, détruisant au passage une grande partie de son cortex frontal. Physiquement, Gage s'en est sorti. Mais il n'était plus Gage. L'homme sérieux et fiable qu'il était est devenu impulsif, grossier, incapable de suivre un plan. Son histoire, aussi tragique soit-elle, a été l'une des premières preuves que des choses aussi complexes que la personnalité ou le jugement moral ne sont pas juste des concepts abstraits. Non, elles sont bien ancrées dans la biologie de notre cerveau. Alors, maintenant qu'on a nos deux acteurs principaux, l'amygdale et le PDG, comment est-ce qu'ils interagissent pour produire nos comportements les meilleurs comme les pires? C'est là que tout s'emboîte. Au fond, l'idée est assez simple à visualiser. Dans la seconde qui compte, l'amygdale s'affole. Elle crée une alerte, peur, colère, danger. Le cortex frontal reçoit ce message et il doit décider. Est-ce que j'écoute ou pas? Est-ce que je calme le jeu? Mais
Et c'est le point crucial, cette décision ne se prend jamais à froid. Elle est influencée par le niveau d'hormones dans le sang, par les leçons apprises dans l'enfance, par les normes de notre culture. Un comportement n'est jamais juste une bataille entre deux zones du cerveau, c'est le résultat de toute une vie. Et tout ça nous amène à une question qui est peut-être la plus importante de toutes. Comprendre la biologie de nos pires actions, ce n'est pas trouver des excuses, bien au contraire. C'est peut-être la clé pour apprendre à renforcer notre cortex frontal, pour l'aider à prendre la bonne décision, même et surtout quand c'est la chose la plus difficile à faire.